un chercheur indépendant dans tous les domaines, et notamment dans, disons, la collapsologie, disons-le comme ça, et qui va justement nous donner, eh bien, comme vous le voyez affiché, des dernières nouvelles du collapse, revue d'actualité scientifique et perspectives multidisciplinaires. Raphaël, tu as la parole autant que de besoin. Eh bien, bonjour tout le monde, ravi d'être présent aujourd'hui. Merci pour tout ce monde-là qui est devant moi et en ligne aussi. Merci Agnès, merci au conseil d'administration pour cette invitation à parler de ces dernières nouvelles. Alors, pour commencer, j'ai un petit sentiment de fatigue quand même et de frustration. Je crois que je ne suis pas le seul face à ces questions d'effondrement et à l'inaction persistante à la fois de nos gouvernements, des politiques et à la fois des citoyens, des citoyennes partout dans le monde. Je crois que ce n'est pas seulement en France, c'est aussi de mon côté en Belgique, partout en Europe. D'autant plus qu'on a vécu un été plus ou moins correct ici, en tout cas en Europe occidentale, on va dire. Tout a été dit, ou presque, et malgré ça, effectivement, la situation continue à s'aggraver. On sait aujourd'hui que le seuil de 1,5 degré va certainement être dépassé dans quelques années, en tout cas en moyenne. Sur l'année 2023, 2024, on est clairement au-dessus, on est tout juste sur ces 1,5 degré, et donc on s'attend dans quelques années à passer en moyenne ces 1,5 degré, et donc on se dirige vers les 2 degrés, avec les conséquences qui iront avec, bien entendu. Alors malgré ce découragement, bien sûr, on ne lâche rien, on continue à notre rythme, c'est-à-dire un rythme le plus lent possible, un rythme de ralentissement. Et voilà, on le fait avec détermination pour explorer encore ces recherches qui continuent en sciences, en tout cas dans toutes les sciences, qu'elles soient humaines ou naturelles. Eh bien, on voit que les recherches se développent. Au moins, il y en a certains qui en profitent. Voilà. Alors, on constate donc une accélération du réchauffement. Ici, c'est un article qui datait de 2018 et qui prévenait déjà que ce seuil pourrait être dépassé un peu avant 2030, ou sur 2030, comme on peut le voir sur le graphique. Et qu'on s'attend à ce 2 degrés de réchauffement dans les années 2040, soit dans 15 à 20 ans, ce qui fait moins d'une génération pour mettre en place les actions. Donc la fenêtre d'opportunité se réduit drastiquement. On voit les alarmes, bien sûr, qui sont données un peu partout dans les journaux, et surtout dans The Guardian, qui est sans doute le journal qui rapporte le plus sur la crise climatique. Et un des chercheurs vraiment importants donc, de la NASA disait en avril de cette année qu'on serait au mois d'août si les seuils vraiment catastrophiques sont dépassés ou pas. Alors ici, pour voir si c'est le cas ou pas, je vous laisse ceci à votre sagacité. Mais on voit clairement que l'année 2023, elle était largement au-dessus de ce qui était attendu, c'est-à-dire logiquement une augmentation plutôt continue, linéaire, et ici on a vraiment un changement d'état assez fort, donc une transition critique est peut-être en train de se produire au niveau climatique. Et on s'attendait à ce que l'année 2024, donc cette année-ci, les températures redescendent un petit peu à des niveaux attendus, mais c'est toujours pas le cas, donc beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Alors il s'agit... 2023 c'est la jaune, 2024 c'est la noire foncée. Voilà, donc indiqué ici, en bas à gauche. En bas à gauche. Ça se voit pas très bien. Ici. Donc ceci devait descendre, le noir ici devrait se rapprocher ici des tendances plutôt normales. Donc on a eu un phénomène qui s'appelle El Niño, ce phénomène de courant chaud dans l'océan Pacifique, qui fait qu'il y a une augmentation, on va dire, naturelle des températures dans les années où ça se produit.
Malheureusement, ce courant a disparu aujourd'hui. On est plutôt aujourd'hui dans l'inverse, c'est-à-dire El Nina, hein, le courant plutôt froid. Et donc, le fait que ces températures ne redescendent pas est vraiment très, très préoccupant. Donc, ceci était donc les températures pour les océans et les températures terrestres ou globales ici, pour ce graphique-ci, restent dans le même ordre d'idée. Donc, ce changement d'état assez difficile à envisager. C'est-à-dire que les modèles ne le montraient pas véritablement, sauf dans les modèles extrêmes, de réchauffement extrême. Donc les réchauffements RCP 8.5 du GIEC, pour ceux qui connaissent, ce sont les projections, les simulations les plus extrêmes du GIEC. Et aujourd'hui, il semble qu'on soit, en tout cas sur ces 2 dernières années, plutôt dans ces simulations-là, en tout cas dans cette réalité d'une accélération du climat. Alors on voit ici un peu ce qui a une tendance. J'ai pris ici une carte datée du 10 septembre, donc très récente, et qui montre un peu les conditions qui ont prévalu tout cet été, en fait. Donc une France, une Belgique, l'Espagne épargnée par les canicules, et ailleurs en Europe de l'Est extrêmement chaud. Donc on voit aux États-Unis aussi, et en Amérique du Sud, qui est supposé être évidemment l'hiver dans l'hémisphère sud, et donc avec des températures très largement au-dessus des moyennes. Ce sont des écarts de température, hein, donc par rapport aux moyennes. On voit aussi en Australie notamment actuellement ce réchauffement assez préoccupant. Mais donc partout dans le monde, on fait face à des événements climatiques extrêmes. On voit par exemple ici à Svalbard, hein, pour quelque chose de plus local, on voit ici effectivement, si on regarde les températures depuis 1900, on voit cette augmentation 2023-2024 très préoccupante. Et Svalbard, donc, est cette petite île dans l'Atlantique Nord. Voilà ici pour les précipitations aussi. Donc on voit de nouveau ce changement critique assez, comme on dit en anglais, le step change, un changement vraiment d'échelle. Ici, évidemment, c'est plus les conséquences de tout ça. Ce sont donc des feux de forêt assez importants, surtout en Afrique. On l'a vu aussi en Amazonie. Bon, là, j'ai regardé un peu plus précisément les cartes juste avant d'arriver ici, dans le train ce matin. Et en Amazonie, finalement, il y en a beaucoup pour le moment, mais ça semble être dans une moyenne plutôt logique. On avait vu l'année dernière, en 2023, au Canada, des feux assez importants, mais au niveau mondial, si on prenait les tendances mondiales, ça restait plutôt dans les clous. C'est cette année vraiment que ça a décollé, et principalement à cause des feux actuellement en cours en Afrique. Et donc on revient à ces manchettes du Guardian, et donc à l'interrogation finalement, au questionnement des scientifiques, et voilà, qui nous confirme qu'on est bien au-delà, donc on excède les prévisions. Voilà, et donc une grande question se pose aujourd'hui pour les climatologues, c'est qui va s'arroger le droit de dire qu'on a dépassé finalement ces 1,5 degré, que ces objectifs sont complètement dépassés et qu'il va falloir maintenant revoir nos estimations et donc les actions qui vont avec. Et voilà, qu'on serait peut-être dans un changement, un changement systémique important. Mais donc toutes ces données très actuelles, récentes, laissent vraiment les climatologues pantois sans véritablement de mots pour décrire la situation auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Alors, par ailleurs, évidemment, il n'y a pas que cette question du climat, ce n'est pas la seule menace actuelle. Il y a aussi évidemment la question des ressources. Et sur le prix du pétrole, on avait un peu laissé ça de côté. C'est vrai qu'on n'en parle absolument pas dans les médias, on ne voit pas l'actualité là-dessus, mais
Sachez que depuis 2018, la production de pétrole n'a pas augmenté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le climat. Elle n'a pas non plus baissé, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le climat, mais peut-être une bonne nouvelle pour notre confort immédiat, on va dire comme ça, puisqu'on sait qu'en cas de rupture de l'approvisionnement de pétrole, évidemment, vu notre dépendance à ce combustible fossile, les conséquences pourraient être dramatiques. Et notamment pour notre alimentation qui dépend encore pratiquement exclusivement d'un approvisionnement de pétrole continu pour alimenter notamment nos machines et aussi effectivement faire les engrais et les pesticides qui permettent d'augmenter toujours d'ailleurs la production alimentaire mondiale. Malgré les catastrophes, il faut savoir que la production alimentaire mondiale est toujours en légère augmentation ou en stagnation. Et donc il n'y a pas aujourd'hui de crainte majeure, en tout cas immédiate, sur l'approvisionnement alimentaire mondial. Bien sûr, il y a des famines qui subsistent, mais elles semblent régionales et pas encore, on n'est pas encore arrivé à une échelle globale. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles, je vais quand même vous en donner une. C'est celle effectivement de l'augmentation rapide, exponentielle on va dire, de la mise en place des énergies renouvelables. On le voit ici sur ce graphique. Et donc à peu près dans tous les secteurs, industriels aussi, c'est vrai qu'il y a une tendance forte à l'augmentation. J'imagine quand vous vous promenez en dehors des villes, on le voit assez fortement sur les toits des maisons, parfois beaucoup de champs, donc des cultures qui sont donc où il y a une emprise de plus en plus de ces énergies renouvelables, notamment des panneaux solaires dans les champs. Mais voilà, ça sert effectivement à maintenir cette société actuelle, la société moderne en place. Alors est-ce une bonne nouvelle ou pas? C'est pas sûr, effectivement, parce que de nombreux articles aujourd'hui paraissent, presque je vais dire de semaine en semaine, sur la question des métaux et des minerais qui servent à construire, à concevoir, à acheminer, à installer ces énergies renouvelables. Et ici voilà une étude datant de 2020 qui montrait que il fallait donc une production pour arriver aux objectifs de 1,5 degré, de maximum d'1,5 degré de réchauffement. Il fallait une production de nickel multiplié par 3, de cobalt par 6, de cuivre par 4, de lithium par 20. Il y a encore des dizaines et des dizaines d'autres métaux qui servent à cette transition énergétique et dont la production doit augmenter drastiquement. Alors évidemment, ça a des conséquences très très importantes. D'abord, en termes d'approvisionnement, donc il va falloir pouvoir investir en permanence, donc toujours plus d'argent dans ces chaînes d'approvisionnement pour éviter des capacités insuffisantes de production et arriver juste à temps avec ces énergies renouvelables sans fragiliser les infrastructures. Voilà, il y a toutes sortes de problèmes autour de ça, les problèmes géopolitiques, bien sûr, d'inflation. Tout ça doit être mis sur la table à temps pour que cette transition énergétique puisse avoir lieu, tout en sachant évidemment qu'il y a une multiplication des impacts négatifs sur la biosphère et les populations locales qui subissent évidemment de plein fouet ces assauts, on va dire, miniers, ces assauts miniers, comme le décrit très bien Célia Izoard dans son dernier livre, La ruée minière du XXIe siècle, que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas lu. C'est absolument édifiant de cette mise en place à une échelle globale, industrielle, pour pouvoir réussir cette transition énergétique tant attendue. Je pense aussi effectivement aux océans maintenant qui sont visés, notamment les fonds marins. Vous savez pour récolter tous ces métaux et minéraux, il faut absolument aller gratter maintenant au fond des océans, et donc sont mis en place toutes sortes de techniques pour aller extraire des nodules, comme ils appellent, dans les océans, pour
trouver des microparticules et espérer pouvoir en faire ces métaux nécessaires à ces énergies renouvelables. Voilà, donc un exemple d'étude, il y en a beaucoup d'autres qui montrent pratiquement tous un peu cette même tendance et qui ne disent pas que c'est impossible, ils disent que ça va être très compliqué et qu'il va falloir effectivement mettre en place des ressources immenses pour pouvoir y parvenir à temps. Donc rien n'est moins sûr. Alors, menu d'aujourd'hui, donc ça c'était juste pour présenter un peu l'actualité récente sur le climat. Le menu d'aujourd'hui, c'est plutôt un décryptage de l'évolution de la diversité des approches proposées donc, dans les sciences, qu'elles soient les sciences humaines et sociales ou les sciences exactes, sciences naturelles. Je vais essayer de vous présenter certains livres, des articles récents, des centres de recherche qui ont émergé dans le domaine de l'effondrement, des risques systémiques globaux, des catastrophes globales et toutes sortes d'autres termes qui sont utilisés aujourd'hui. Alors je l'ai fait à partir d'une analyse d'une bibliographie qui est hébergée sur collapsologie.info. Il y a plus ou moins 10 000 entrées aujourd'hui. Je les ai manuellement curées, comme on dit, donc expertisées depuis plus de 10 ans. C'est un travail que je fais pratiquement quotidiennement. J'essaie de le faire au mieux, donc de sélectionner ces articles qui pourraient nous aider à mieux comprendre les phénomènes, les dynamiques d'effondrement, à la fois passé, présent et futur. Donc je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité, mais je donne quand même, j'espère, quelques tendances. Et donc, merci d'avance pour votre indulgence si j'aurais oublié ceci ou cela. Voilà pour vous donner un exemple ici de la production littéraire, et ici pratiquement exclusivement scientifique. Ici, c'est en termes de livres, c'est les livres de 2022-2023 qui sont parus et sur toutes sortes de sujets. Ça va de l'apocalypse, donc au sens plutôt littéraire, des études en littérature, sur le climat, sur les questions politiques, voilà, les questions post-apocalyptiques, les questions de gouvernance, les questions de modélisation, des perspectives plus régionales comme l'apocalypse américaine, American Apocalypse, que vous pouvez voir là en haut, de ce côté-là, juste là au-dessus. Donc j'en prendrai ici quelques-uns pendant la présentation, on ira un peu plus en détail. Mais voilà, donc il y a une profusion en tout cas de livres et bon, seul il est impossible de suivre toute cette littérature, donc s'il y a des amateurs de cette littérature, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter, on se fera un plaisir de trouver les moyens de collaborer. Une ligne du temps des concepts, donc les concepts en fait qui parlent de cet effondrement ou des effondrements sociaux et écologiques a fortement évolué au cours du temps. On peut penser avant le 19e siècle, on parlait de fin du monde, d'apocalypse, de catastrophisme, même d'effondrement, notamment avec les livres, on peut penser à celui de Montesquieu qui parlait déjà de l'effondrement de l'Empire romain, ou de Gibbon, le côté plutôt anglais, qui faisait plutôt la même étude. Mais donc ce sont des thèmes qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui. On retrouve dans la littérature End of the World, vous pouvez taper ça sur internet et vous verrez des articles scientifiques qui utilisent ces termes, apocalypse aussi bien sûr, ou post-apocalypse. Catastrophisme est toujours présent, et bien sûr l'effondrement. Et puis dans les années 70, années 70, pardon, on a vu d'autres termes arriver, les limites à la croissance, vous connaissez certainement tous, proposés par l'équipe Meadows, donc du MIT, qui avait donc écrit ce fameux rapport au Club de Rome. Et puis dans les années 80, on a vu donc apparaître ce mot extinction, les premières études des biologistes, des écologues sur les extinctions de masse, qui se concentraient donc sur l'étude des 5 premières extinctions,
Aussi, ce concept d'État défaillant, failed state, qui avait pris une ampleur assez importante, surtout pour essayer de comprendre comment et pourquoi les pays africains ne se relevaient pas après la soi-disant décolonisation. Et donc ce concept a émergé à ce moment-là. Et beaucoup se sont d'ailleurs demandé la pertinence exacte de ce concept, en se demandant si effectivement ces populations ne s'étaient pas déjà effondrées, et depuis bien longtemps d'ailleurs, et donc si ce concept était pertinent. Il est pratiquement oublié aujourd'hui, on ne le retrouve presque plus dans la littérature, à part parfois dans la littérature des relations internationales, parfois un peu en géopolitique, mais il tend à disparaître. Ensuite, dans les années 90, on a commencé à voir l'étude des risques se développer. Bien sûr, l'étude des risques date de bien avant les années 90, les assureurs notamment s'y sont plongés, mais on a commencé à voir en tout cas un terme assez important qui aujourd'hui est toujours présent et qui compte beaucoup pour les climatologues notamment, pour étudier les effets combinés, ce qu'on appelle les compound risks, donc c'est les risques combinés. Plusieurs risques qui se chevauchent, qui s'enchevêtrent et qui font naître alors qui donnent lieu à des risques et des crises beaucoup plus importantes. Ensuite, dans les années 2000, je ne vais pas tous vous les faire, vous pouvez les lire ici, mais évidemment le concept d'anthropocène et tous ces concepts associés, notamment capitalocène, le concept des frontières planétaires en 2008, d'effondrement sociétal, ce sont des études notamment historiques plutôt qui revenaient, et on pense notamment à les études de Jared Diamond ou de Joseph Tainter, le concept de tipping points, de points de basculement dont on parle beaucoup et dont je parlerai encore un peu plus tard, de flickering par exemple. Le flickering, c'est quand un système arrive à être en crise, en fait, on observe vraiment des oscillations très importantes avant l'effondrement. C'est un peu l'idée de signaux avant-coureurs quand ça donne un signal en fait qui permet d'un peu anticiper les crises. Et ce terme s'applique beaucoup, en tout cas aux études sur les écosystèmes, les biomes. Ensuite, le terme global systémique risque, qu'on a beaucoup utilisé nous dans nos livres, et les risques d'extinction. Alors ici, on parle plutôt d'extinction des espèces, on pense au rapport notamment de l'IUCN sur l'extinction d'espèces ou l'effondrement de populations animales ou végétales. Alors dans les années 2010, ça a continué à se développer. Voilà, j'en ai noté quelques-uns, notamment celui de l'extinction humaine, donc qui est apparu dans ces années-là. Voilà une possibilité qui est maintenant qui est largement documentée avec des probabilités, on en reparlera de ces questions-là. Donc une formulation quantitative de la question de l'extinction possible et à court terme de l'humanité. Quand je dis court terme, évidemment, à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'évolution, court terme, c'est 100 ans, 200 ans. Pour moi, c'est du court terme quand on parle de questions pareilles. Alors, défaillance en cascade, cascading failure, comme vous pouvez voir, ça c'est un terme qui aujourd'hui est vraiment très très présent. Il y a vraiment beaucoup d'études qui parlent de ça, sur la question des infrastructures notamment, ou des chaînes d'approvisionnement. C'est un terme qui s'est fort développé. Voilà, je vais peut-être encore en citer un autre, c'est le breadbasket failure. Donc ça c'est les défaillances des greniers à céréales mondiaux. Vous savez qu'on dépend pour notre alimentation quotidienne de ces grandes zones, grandes régions qui produisent ces céréales, notamment le maïs, le blé ou le riz. Et on observe dans les études notamment que quand il y en a une qui vient à défaillir, eh bien les autres peuvent être immédiatement affectés également. Et ça en raison de perte de biodiversité, de chute de biodiversité, ou bien entendu sur les questions climatiques. Et enfin, dans les années 2020,
on a vu une résurgence de ce mot polycrise. Polycrise qui a été proposé dans les années 80 par Edgar Morin, donc en français, et on voit aujourd'hui bien plusieurs centres de recherche qui se réclament de ce mot et qui essayent de mieux comprendre les interactions entre les crises à travers ce mot. En tout cas, c'est un peu la bannière ou le label qu'ils utilisent pour décrire leurs travaux. J'ai mis collapsologie en anglais pour dire qu'il y a quelques articles aujourd'hui qui commencent à parler de collapsologie, articles scientifiques. Donc il y en a quelques-uns qui ont émergé récemment, qui osent utiliser ce terme un peu, en tout cas aujourd'hui banni un peu en France, qui énerve beaucoup, mais que nous avions proposé, voilà, pour alimenter le débat. Et enfin, un autre terme, endgame, on va revoir un petit peu ça. Donc ça, c'est un terme qui était développé par une équipe de recherche à Cambridge et qui essaye aussi de manière d'alerter, en tout cas qui propose que la communauté scientifique s'intéresse de manière beaucoup plus méthodique, rigoureuse aux scénarios extrêmes. On y reviendra. Donc voilà, les concepts qui se développent, ça semble pas finir. J'imagine qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'ai l'impression que au niveau des sujets qui nous occupent, on a besoin de cette profusion de mots pour décrire la situation et que chacune d'entre nous aime bien se raccrocher à une bannière avant de passer à une autre bannière. Voilà, c'est une manière pour nous d'avancer. On a vu qu'on était passé du développement durable, le mot développement, ça ne nous plaisait pas, et puis on a dit, ah ben non, il faut juste utiliser durabilité ou soutenabilité, et puis on s'est dit, ah non, c'est pas bon tout ça, on va utiliser transition écologique, transition énergétique. Et donc on passe d'un concept à l'autre. Je pense que ça nous permet d'avancer, il faut l'accepter. Avec toutes les imperfections de ces termes, bien sûr, ils ne peuvent pas tout contenir, ces termes ne peuvent pas décrire toute la réalité, chacun de ces termes est utile, ces notions nous aident vraiment à mieux comprendre la situation et donc à envisager des alternatives. Pour ce qui est du mot effondrement, on voit qu'il y a vraiment une accélération de l'utilisation du mot dans la littérature. Voilà la tendance générale. Donc dans la base de données sur le site Collapsologie, il y a 1485 entrées. Il n'y a pas tout probablement, parce que le mot effondrement est fort utilisé aussi en astrophysique. Donc tous ces articles-là ne sont pas compris. Mais les astrophysiciens utilisent beaucoup le mot collapse en fait, pour parler des supernovas notamment. Mais voilà, ce mot effondrement, par ailleurs ici, donc là ce sont les effondrements sociaux et écologiques qui sont concernés, et à la fois des études plutôt locales sur des phénomènes locaux et des études sur les phénomènes plutôt globaux, donc de l'effondrement alors au singulier, qui est utilisé de manière assez soutenue. Un exemple de revue de littérature ici assez récent, ça date de 2023, réalisé par un universitaire suédois d'une école de commerce. Et lui, il fait une revue de littérature d'à peu près 300 articles sur le sujet, de 73 livres, 73 livres. Alors il identifie 6 conversations académiques importantes. D'abord la question historique, donc comment les historiens et les archéologues se sont emparés du sujet. Il distingue aussi des articles, des papiers qui tentent de mieux comprendre, qui donnent des explications générales sur les phénomènes ou les dynamiques d'effondrement. D'autres papiers qui parlent d'alternatives à l'effondrement, donc l'idée de solutions plutôt, de gouvernance. Enfin, l'idée d'effondrement fictif, donc il y a tous les domaines de la science-fiction notamment, qui est fort analysé par les universitaires dans les facultés d'études littéraires. Et puis,
toute une littérature aussi sur l'effondrement, les effondrements en raison du changement climatique. Donc, d'un changement climatique qui serait trop abrupt ou rapide. Et donc ça, on voit qu'il y a vraiment aussi une littérature qui se développe là-dessus. Alors pour parler de cette évolution de la littérature, je pensais intéressant de revoir un petit peu tous ces modèles finalement quantitatifs. On voit qu'en fait on est passé d'études historiques avec Montesquieu, Gibbon ou Toynbee ou Spengler qui sont vraiment des précurseurs dans ces analyses, mais eux c'était plutôt des récits historiques et de la description pure, donc ils se focalisaient souvent sur une cause en particulier. Et donc on voit qu'aujourd'hui on passe, même si beaucoup d'études qualitatives existent toujours, il y a quand même aussi cette idée que les simulations, les modélisations peuvent nous aider tant bien que mal à mieux comprendre les réalités actuelles. Et donc la base de ces modélisations quantitatives, c'est clairement Malthus, que vous connaissez certainement tous, qui montrait qu'il y avait une relation étroite, une relation de rétroaction en fait entre population et disponibilité de la nourriture. S'il y a moins de nourriture disponible, la population peut évidemment diminuer, ou au contraire s'il y a trop de population il n'y a pas assez de nourriture, eh bien, un effet de rétroaction, la population va commencer à diminuer. Boserup, donc un scientifique qui a critiqué Malthus, s'est rendu compte qu'il y avait cet effet de technologie qui nous permettait de contrecarrer cet effet. Et donc vous voyez ici le graphique qui montre ces effets de rétroaction finalement entre on doit produire plus de nourriture pour satisfaire la population et on le fait grâce à la technologie, ce qui nous permet d'éviter un effondrement de population, en tout cas de le retarder toujours plus loin en fait. Et donc c'est vrai que toutes les prédictions sur un effondrement démographique se sont plutôt avérées fausses. On pense bien sûr à Malthus, mais aussi à ce fameux livre dans les années 60, fin des années 60, de Paul Ehrlich, un professeur de l'université de Californie aux États-Unis, qui annonçait un effondrement de la population. Il avait appelé son livre La bombe P. C'était aussi un livre assez fondateur dans la pensée écologiste. Mais donc ces prédictions se sont avérées, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, fausses. Alors donc on passe de modèle qualitatif au modèle quantitatif. Alors là, il y a trois grandes sortes de modèles. Il y a des modèles qui sont basés, ce qu'on appelle en anglais agent-based. En fait, ce sont des modélisations qui partent de comportements individuels et qui modélisent les interactions entre ces comportements individuels. Donc c'est vraiment une approche bottom-up qui est assez difficile à valider, évidemment, parce qu'il y a des comportements pas toujours rationnels de la population, même presque jamais rationnels. Donc on est plutôt dans l'irrationnel et donc effectivement c'est difficile à valider, mais ça donne quand même quelques indications, en tout cas des tendances générales qui peuvent se produire. Ensuite il y a des modèles qu'on appelle Global Integrated, donc c'est des modèles beaucoup plus complexes, plus réalistes probablement, et qui sont utilisés en politique, et notamment on voit ces modèles-là pour l'analyse des grandes épidémies, des pandémies. On en a vu beaucoup passer pendant la pandémie Covid-19. Ils servent la politique et le travail fondateur de ces modèles, c'est clairement le modèle Ball 3. On le verra juste après ici. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été entrepris pour remettre à jour ce modèle. Et enfin, on a des modèles, ce qu'on appelle Low Dimensional Dynamical. Ce sont des approches plutôt top-down, qui utilisent un très petit nombre de paramètres et qui permettent de donner quelques indications aussi. C'est un peu, si vous avez souvenir de ça, c'est le modèle HANDI,
qui parlait de l'effondrement donc l'effondrement en fonction des inégalités sociales. Et donc c'était simplement des équations différentielles qui étaient mises, donc des prédateurs et des proies finalement entre l'élite riche et les travailleurs pauvres, et c'était des équations qui modélisent un peu les interactions entre ces deux groupes. Donc ça reste très simple, mais ça donne quand même de nouveau des indications. Et enfin, un quatrième tentative de modélisation, ce qu'on appelle la cliodynamique. Alors ça pose beaucoup plus de questions, mais l'idée de cette discipline, c'est d'aller vers un cadre unifié. Alors voilà un exemple de agent-based, donc de simulation agent-based. Ici, c'est sur l'idée de défaillance en cascade du système de commerce international. Et on voit sur le graphique ici, à droite, pardon, clairement une augmentation des dépendances entre les pays, et on voit que quand on enlève un ou plusieurs nœuds du système, on peut avoir, vous voyez ici de ce côté-là, des défaillances rapides, des ruptures abruptes sur le commerce mondial, quoi, en enlevant simplement quelques nœuds du système. Et donc là, effectivement, ça c'est un exemple, mais de nouveau, ça c'est un secteur qui est vraiment en forte effervescence. Il y a énormément d'études là sur les cascading failures qui sont proposées. Enfin, on a le Global Integrated, donc ça c'est le modèle MOL 3. Alors ici, je vous ai mis donc une recalibration récente du modèle, 2020, qui date de 2023. Et ici, vous avez la simulation pour le scénario business as usual, et donc qui montre effectivement que en fait le modèle est assez proche, on était proche de la réalité, sauf pour la production industrielle. Où on voit, c'est la courbe rouge là tout en haut, où on voit qu'elle est largement au-dessus de ce qui était prévu par le modèle World 3. Alors là-dedans, dans la bonne nouvelle, quand même, c'est la pollution qui augmente un peu moins vite et moins haute. Vous voyez en pointillé, Bleu. voilà, dans le modèle original, c'est les pointillés en bleu, et le modèle recalibré, c'est la ligne continue, bleue. Donc peut-être est-ce la bonne nouvelle. Et voilà, et aussi évidemment on le voit ici, c'est que les ressources ont été réévaluées à la hausse. Donc ça c'est le rose par rapport au modèle original. Mais voilà, la tendance reste la même. Et donc effectivement il y a eu d'autres études, dont celle de Gaia Harrington. C'est celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là, c'est une autre, Nebel ici. Oui, c'est le même journal. C'est le même journal, voilà, qui publie souvent ce genre d'articles, effectivement. Mais voilà, on reste dans le même ordre d'idées dans tous les scénarios envisagés. Donc ça, c'est le business as usual, mais vraiment dans les autres scénarios, ça reste un peu dans le même ordre d'idées. Et c'est vrai qu'on semble assez proche, pour le dire simplement, assez proche du scénario business as usual. Et voilà, on sent qu'on arrive en tout cas sur le plateau. D'ailleurs, sur la question du pic du pétrole, effectivement, le plateau on est sur ce plateau assez long, hein, donc un pic assez long. Avant, peut-être, on verra bien si ça diminue ou pas. Enfin, donc les études low dimensional. Alors ça, c'est dans le style de ce modèle Handy dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une étude qui date de 2023 et qui envisage donc deux scénarios. Un régime durable d'abord. Vous voyez les courbes qui se stabilisent ici de ce côté-là. Et puis l'autre modèle, c'est un régime non durable, donc où la société finalement oscille et finit par s'effondrer. Alors dans le cas durable, en fait, le système se comporte de manière plutôt rationnelle au sens économique traditionnel, hein. Donc il y a un équilibre entre coûts et les bénéfices marginaux. Et dans le cas non durable, en fait, le système continue à fonctionner même après que les coûts dépassent les bénéfices.
Donc jusqu'au moment où tous les bénéfices accumulés sont perdus et alors donc, le système s'effondre. Donc ça, en fait, ce modèle peut expliquer d'une manière ou d'une autre que les sociétés peuvent continuer sur une trajectoire non durable et qu'il y a donc une forme d'inertie, une tendance donc à réagir aux quantités cumulées, donc aux bénéfices finalement qu'on a cumulés au fur et à mesure des années, plutôt qu'aux petits changements, donc aux signaux qu'on ne voit pas, aux signaux faibles en fait qu'on ne voit pas, on les oublie, on a nos œillères et on continue encore longtemps jusqu'au moment où effectivement les coûts sont trop importants et le système vient à défaillir. Voilà donc c'est chaque fois des exemples de modèles. Et je vous dis, dans ces trois grands types de modèles, il y a chaque fois, je vais dire, des 5, 10, 20, 30, 40 papiers qui peuvent être disponibles pour mieux comprendre toutes ces dimensions. Il y en a beaucoup qui émergent actuellement. Alors, la cliodynamique, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc c'est un peu l'idée d'Isaac Asimov, si je peux faire une petite référence à cet auteur de science-fiction, où il avait inventé cette discipline qui s'appelle la psychohistoire. Bon, ça restait de la fiction, et c'était l'idée de pouvoir prédire avec grande précision l'avenir des sociétés. Et c'était dans sa trilogie Fondation. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est absolument... voilà. Bon. Et donc, cette idée, finalement, un peu reprise par ce professeur physicien d'origine russe, mais américain, de l'université du Connecticut, Peter Turchin. Et, il n'est pas à Vienne, en Autriche, maintenant? Il a un hub à Vienne, effectivement. Il est là-bas. Et c'est le seul qui se dise collapsologue parmi tous les penseurs, là? Oh non, il y en a d'autres, mais lui, il le dit aussi. Oui, c'est ça. Ouais, en anglais. En anglais, voilà, c'est ça. Et donc, lui, il développe des modèles quantitatifs pour analyser et prédire les dynamiques, quelque chose à grande échelle, quoi. Il a du big data, il utilise vraiment des données historiques avec vraiment des données absolument gigantesques, des sets de données imaginables, et il met ça dans sa machine et il essaye d'en déduire toutes choses. Je ne vais pas aller dans les détails, quoi, mais l'objectif, c'est de comprendre donc les tendances historiques, la cohésion, et lui est fort intéressé par cette idée de cohésion sociale qui maintient une société en place, et donc les mécanismes finalement d'instabilité, c'est celle qui déstabilise cette cohésion sociale. Voilà, et il est intéressé par les guerres, les populations, donc les relations entre population et guerre, tout ça c'est compris là-dedans, et donc il développe un espèce de vocabulaire, c'est assez obscur finalement, de dictionnaire mathématique de l'histoire, etc. Ça semble très naturalisant, essentialisant comme manière de travailler. Donc voilà, on peut certainement critiquer beaucoup, il y a beaucoup de critiques là-dessus, le réductionnisme notamment, une généralisation excessive, l'hypothèse qu'il y a une structure, donc lui pense qu'il y a des invariants historiques, une structure historique qui se répète, comme des cycles, un peu comme les cycles de Kondratiev ou les cycles climatiques. Il envisage ça, et donc il y a forcément énormément de critiques qui lui sont faites. Raphaël, juste un truc, il est biologiste, il n'est pas physicien. Ah, pardon, biologiste alors. Je me trompe. Merci. Omnisciente. Tu m'impressionnes. Je vais vérifier. Voilà. Il écrit sur les plantes. Il écrit beaucoup de trucs, et alors par exemple il analysait la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 notamment, il a fait énormément de choses là-dessus, donc il montrait effectivement que c'était une accélération l'émergence du Trumpisme était une accélération des tendances négatives et d'effondrement des normes sociales. Voilà. Donc, passer ici sur un peu les centres de recherche avec leur article, leur recherche actuelle. Ici, c'est un centre de recherche de l'université de Princeton
du professeur Miguel Centeno, qui est sociologue et qui était fondé en 2012. Donc lui, il travaille, et son équipe, une équipe d'à peu près 20 personnes, travaille sur les risques systémiques globaux. Et donc c'est l'idée simplement de voir comment tout ça, comment les différents secteurs de la société interagissent. Et il utilise pour ça les études en sciences de la complexité, donc des sciences, des systèmes complexes adaptatifs, avec un focus particulier sur la robustesse notamment et la fragilité. Et il avait écrit un article fondateur qui nous avait beaucoup inspiré d'ailleurs, Pablo et moi, pour l'écriture de Comment tout peut s'effondrer. Il s'appelle The Emergence of Global Systemic Risk. C'était vraiment un article qui a pesé dans le démarrage de cette, aujourd'hui, ce qu'on peut appeler une vraie discipline ou un champ d'études scientifiques assez important. Il a récemment sorti ce livre, la Whole World Collapse, qui est un recueil d'études de cas des sociétés qui se sont effondrées, et il présente beaucoup de modèles et de stratégies, de signes avant-coureurs, et toujours dans le but d'éclairer la prise de décision aujourd'hui. Donc je pense que d'une tendance globale de toutes ces recherches, c'est quand même donc toujours l'idée de vouloir proposer des alternatives, en tout cas éclairer les décisions politiques, éclairer la gouvernance. Il y a toujours cette volonté donc d'aller dans le cambouis, d'aller voir les choses qui ne vont pas pour faire en sorte de trouver les meilleures options possibles. Il a écrit cet article assez récent que je trouve assez intéressant sur cette idée qu'en fait on assiste globalement à un déclin de notre santé mentale malgré l'augmentation globale, on va dire générale, du confort de vie, même si évidemment beaucoup de populations sont en souffrance aujourd'hui. Si on regarde les courbes globales, on voit quand même une amélioration de la qualité de vie, de l'espérance de vie, etc. Et donc, ça l'intéressait de savoir comment est-ce qu'on pouvait justement un peu contrecarrer ça. Et son constat, c'était de dire qu'en fait, on a perdu beaucoup d'autonomie. Et donc, on avait perdu beaucoup d'autonomie parce que le système moderne nous avait privé de certaines compétences, de savoir-faire ancestraux. Et donc, cette autonomie était peut-être une des raisons pour laquelle notre santé mentale se détériorait. Et donc, lui propose des approches bottom-up et top-down pour essayer de regagner cette autonomie et de nouveau essayer de récupérer une santé mentale plus ou moins équilibrée. Et donc, il propose une gouvernance adaptative. C'est un mot, gouvernance adaptative, qu'on voit beaucoup dans la littérature, surtout dans l'étude sur le changement climatique, pour le GIEC, etc. On voit beaucoup ça. Ça vient surtout du Stockholm Resilience Institute, en Suède, qui avait proposé ça. Donc, l'étude des systèmes socio-écologiques. Mais donc lui dit que voilà, ça c'est une solution en tout cas à creuser, mais qu'il y a quand même, on doit faire face à cette double complexité. Si vous faites que du bottom-up, vous avez une complexité, et si vous faites que du top-down, vous avez une autre, et si vous faites les deux, vous avez une double complexité, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées, évidemment. Un autre centre de recherche, c'est le centre de recherche de l'université de Stanford, qui lui donc travaille plus sur les menaces existentielles. Donc on sort un peu de la question des risques systémiques globaux, qui est une approche très, on va dire, sur le terrain, très ancrée sur les réalités des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement. Ici, on est plutôt sur des questions plus méta, presque philosophiques, avec cette idée de préserver l'avenir de l'humanité. Donc il y a environ 11 collaborateurs, ils organisent pas mal de symposiums, et donc ils sont focalisés sur la biosécurité
et sur l'intelligence artificielle, principalement les risques nucléaires aussi. Et donc ils organisent des symposiums chaque année. Voilà un petit exemple ici d'un symposium qui a eu lieu récemment, en avril. Et ils ont organisé en 2023 ce qui est probablement le colloque le plus important sur les sujets de risques existentiels et risques catastrophiques ou systémiques, qui a rassemblé énormément de chercheurs. Les proceedings, donc les comptes rendus de ces conférences font 291 pages, 291 pages. C'est assez impressionnant, et donc il y a là-dedans, si on creuse un petit peu, on voit qu'il y a une proposition concrète en fait de créer une sorte de GIEC de l'effondrement. Et quand je dis concrète, c'est très concret, c'est-à-dire que les groupes, donc on imagine déjà dans cet article, on imagine déjà les assemblées, les comités exécutifs, les revues, comment tout ça pourrait se passer, se produire. Donc voilà une proposition assez concrète de dépasser simplement le cadre d'un GIEC donc, qui s'occuperait que du climat, mais ici on aurait un groupement d'experts qui nous permettrait d'évaluer ces risques catastrophiques à l'échelle globale, donc qui comprennent le climat, mais pas que. On pense notamment à la question des maladies infectieuses, de la cybersécurité, des questions de risques dus à l'intelligence artificielle, bien sûr les questions de conflits, de guerres, et tout ça pourrait être évalué chaque année ou tous les 5 ans. Ici, je crois que la proposition, c'est tous les 5 ans. Eh bien, on proposerait un rapport à la communauté internationale pour qu'elle puisse développer des solutions, ou en tout cas mieux comprendre ce qui est en train de se produire, comment ces phénomènes pourraient surgir. Donc c'était Princeton. Ici, l'université de Cambridge, c'est sans doute le centre pour l'étude des risques existentiels. C'est sans doute le centre actuel qui produit le plus de littérature scientifique actuellement. Il a été fondé par Lord Martin Rees, un astronome royal assez célèbre en Angleterre, au Royaume-Uni. Comme ces scientifiques, Richard Dawkins, voilà, c'est à peu près du même ordre, tout le monde le connaît. Par le fondateur de Skype, Jan Tallinn, fort intéressé par ces risques existentiels, et un autre professeur en philosophie. Donc l'idée est toujours la même, c'est l'étude, l'atténuation, la mitigation des risques existentiels d'extinction de l'humanité. Ici avec peut-être un focus plus particulier sur la question de l'effondrement. Ça les intéresse assez fort. Une vingtaine de collaborateurs, beaucoup d'affiliés, de fellows comme on dit, et un réseau d'alumni qui se développe vraiment. Il y a une rotation assez importante dans les équipes, et donc ce réseau tend à croître assez fortement. Ils organisent aussi chaque année des conférences, et regardez, dans quelques jours, là il y a celle de cette année. Il y a moyen de suivre ça en ligne, je pense qu'on peut encore s'inscrire si ça vous intéresse. Ça sera disponible en ligne, et voilà, il y a toutes les dernières nouvelles, les dernières recherches aussi qui sont menées là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il a produit ce centre exactement? Eh bien, un des premiers articles probablement qui a marqué, en tout cas, qui a marqué l'histoire, c'est celui de Luc Kemp, donc, qui fait partie de ce centre. C'est un des chercheurs les plus expérimentés. Et vous voyez qu'il publie quand même avec d'autres. Il n'y a pas que lui. Il y a Johan Rockström, bien connu pour l'idée des limites planétaires de ses études. Martin Scheffer, qui est plutôt dans l'idée des changements de régime, des critical transition, comme on dit. Schnell Huber aussi, très connu, qui travaille en Allemagne. Will Stephen, le regretté, qui est décédé récemment, australien, qui travaille aussi sur ces limites planétaires, et Timothy Lenton, qui lui est le pape des tipping points, des points de bascule. Et donc,
Luc Kemp et son équipe parlent de Climate Endgame, et donc c'est une invitation, en fait cet article est une invitation à explorer ces scénarios catastrophiques, ces scénarios extrêmes qui sont très peu présents en fait dans les scénarios du GIEC. Ils existent, mais ils ne sont pas réellement investigués, pas au même titre en tout cas que les scénarios qui permettent de rester en dessous de 1,5 degré, ou les scénarios plutôt moyens, on va dire, donc de réchauffement entre 2 et 3 degrés. Luc Kemp invite à investiguer dès maintenant les scénarios les plus extrêmes, parce que il explique très bien dans son article qu'on ne peut pas les exclure. En plus de ça, dans cet article, il propose une modélisation qualitative des défaillances en cascade qui pourraient se produire suite à un réchauffement de plus de 3 degrés. Donc voici le schéma. Alors il a poursuivi ses recherches ici, et notamment dans cette idée donc, des scénarios du pire du changement climatique. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait qu'il y a 3 formes de façon de voir cette catastrophe climatique. La façon plutôt qu'on connaît dans les sciences, c'est-à-dire de prospective, de foresight, comme il dit, avec des économistes et des philosophes. Il y a une autre façon, c'est plutôt l'agitation, donc c'est plutôt de la vulgarisation scientifique, c'est ce que nous avons fait avec nos livres, et donc là c'est plutôt des activistes, une mobilisation plus politique, façon de communiquer au grand public plus générale. Et enfin les artistes, évidemment, faire appel aux artistes, et dit que en fait les 3 sont nécessaires et il faut exclure aucun des 3. Les 3 sont absolument indispensables pour prévenir ces scénarios du pire. Une 3e étude de son équipe, c'est l'étude ici qui est parue en 2023 aussi, et qui est donc un scénario absolument affreux de mortalité de masse suite à un changement climatique abrupt, comme ils disent en anglais, le runaway. Et donc là, on voit les zones qui seraient touchées. Alors, bonne nouvelle, vous voyez, il y en a quand même une peut-être. Si on est égoïste et qu'on ne regarde pas trop les inégalités, la France serait très peu touchée. Moi, je suis belge et la Belgique est en rouge, par contre. Donc, la France a évidemment une capacité probablement, c'est ça qui fait qu'elle peut résister, une capacité d'autonomie alimentaire bien supérieure à des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, où nous sommes très très nombreux. La densité de la population sur le territoire est très grande, et donc effectivement on n'a pas les moyens de notre autonomie, à moins de faire des tours verticales high-tech éventuellement. Voilà, donc voyez un peu l'écart, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin c'est intéressant de savoir qu'il y a ces scénarios-là. Dans ce scénario-là, oui, alors le chiffre quand même, si vous voulez connaître, je crois qu'elle parle de 6 milliards de morts dans ce scénario-là. À quel horizon? À l'horizon 2100. Ça va. Et même avant, vous voyez ici, si vous faites et vous devez faire l'addition, mais je crois que c'est ça, arriver à 6 milliards, en faisant l'addition de tout ça, quoi. Et donc l'Europe a assez peu touché finalement. C'est juste les morts de famille. C'est les morts de famille, oui. C'est juste les morts de famille. Et effectivement, merci Pablo. C'est uniquement les morts de famille. Voilà. Il y a plein de détails dans cette étude, donc je ne vais pas rentrer dans le cœur, mais voilà. Merci. Voilà. Alors, donc 2 grands livres, ils ont produit, donc ce centre a produit 2 grands livres ici sur les risques globaux, qui sont assez complets effectivement. Ils sont en libre accès. Ils sont en libre accès, tout à fait, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Alors un autre centre de recherche, c'est le Future of Humanity Institute. Quand tu peux remettre, pardon. Qui Ah oui. Voilà, si vous avez le temps de noter. Donc, l'ère des risques globaux, une introduction aux études des risques existentiels, édité par Bird. Ça sont vraiment des noms qu'on voit très souvent. Simon Bird, Martin Rees, Catherine Richards, celle qui a fait l'étude là, juste précédente,
On les voit assez régulièrement. Luke Kemp sont vraiment les moteurs de ce côté-là. Alors, un autre centre de recherche juste à côté de Cambridge, en tout cas pas loin, c'est à Oxford, le Future of Humanity Institute. J'entends du bruit du côté des... Alors, on va couper le son. Ah, laissez-moi faire, madame. Tiens, c'est celui-là qui parle. Et on va désactiver le son. Et maintenant, c'est à moi de parler. Nick Bostrom, qui est un philosophe, il doit être d'ailleurs président de son institut, là. Non. Il n'est pas président. Il n'est plus. Il n'est plus. Il est directeur, peut-être autre. Mais en tout cas, c'est un transhumaniste patenté. Hein. Il a écrit des livres vraiment Donc, sur l'homme augmenté, tout ce que vous voulez. Hein. C'est ça. Donc j'aurais dû mettre une croix là-dessus parce que le centre. J'aurais dû mettre une croix parce que le centre effectivement a terminé ses activités. Il a fermé ses portes. Parce que Nick Bostrom, qui est un individu peu recommandable, je pense, était accusé notamment de racisme. Et donc ils ont décidé de fermer ça. Et voilà, il est très intéressé. Lui, ce centre, de manière générale, a toujours été intéressé par l'intelligence artificielle, notamment, et les risques sur la question de l'intelligence artificielle. Donc ça nous occupe très très peu finalement. Mais je voulais juste le mentionner, parce qu'on y reviendra encore peut-être après. Alors un autre centre beaucoup plus intéressant ici, c'est le centre formé par Thomas Homer Dixon, qu'on connaît bien aussi sur l'étude des risques systémiques globaux. Voilà, ça vient de sortir son centre fondé en 2020 grâce au soutien de la fondation Rasmussen. Lui, il a été aidé. Alors voilà. 2 fois, on a demandé le soutien financier de la fondation. Ils ont dit, oh non, le petit français, la momentum. Ouais, mais lui, il est un costard. Hein voilà. Ah, mais oui. D'accord. Il est très très sérieux, très très carré. Voilà, et donc c'est lui qui a remis un peu cette idée de polycrise. Voilà, c'est un peu le mot qu'il a choisi, et il travaille dans cette belle région de Cascadia, biorégion, donc il entretient aussi. Voilà, ils font des. Je ne sais pas si on voit le personnage, mais voilà, il travaille notamment sur les systèmes énergétiques, la géothermie profonde. Donc voilà, des alternatives technologiques. Ça reste quand même une approche très moderniste, très tech, très centrée là-dessus. Sur la question du permafrost, hein, ils sont pas loin. Donc avec la forêt boréale, bien sûr, ils sont pas loin du permafrost, et donc ils travaillent sur ces questions-là aussi. Voilà sa dernière étude ici, parue en 2024, je pense, donc 23 ou 24. Où il fait la différence entre les stresseurs, les déclencheurs et les crises. Et il montre comment tout ça s'entremêle, en fait. Tout simplement. Ou pas. Mais il montre voilà, qu'il y a vraiment ces effets de rétroaction intersystémique, ces effets dominos. Pour l'idée de nouveau, mieux comprendre les crises, actionner, trouver de nouvelles pistes de recherche, etc. C'est assez détaillé son article. Voilà. Et donc il définit notamment le terme de polycrise, hein, par ce qu'il entend par polycrise. Alors un centre ici aussi assez récent, c'est le centre développé par l'université de Heidelberg, qui lui, on sort un peu de ces questions très, on va dire, ingéniorales, techniques. Ici on est plus dans les sciences humaines et sociales. Et donc, voilà, c'est dirigé, donc c'est un centre qui est dirigé par 2 professeurs en philologie, archéologie, histoire, donc on est vraiment plus sur ces questions-là. Et donc, l'idée de ce centre, c'est la transdisciplinarité. Ils invitent chaque année des chercheurs du monde entier, une dizaine, une quinzaine, pour collaborer et partager ses pensées sur des récits apocalyptiques et post-apocalyptiques, ces manières d'envisager en fait les apocalypses, comme il dit, ils sont sur ce mot apocalypse du présent. Ils ont lancé une revue scientifique, donc revue à comité de lecture. Et ils font toutes sortes d'activités. Heidelberg, si vous n'y êtes jamais allé, ça vaut vraiment le coup. C'est une superbe ville.
proposent des cinémas chaque semaine. Ils ont vraiment une très belle activité. Je proposerais bien, j'ai déjà proposé à l'Institut Momentum de faire un voyage, en tout cas de reconnaissance, pour aller rencontrer ces gens et voir un peu comment ils envisagent leurs recherches et voir comment éventuellement on pourrait collaborer ensemble. Ils ont une archive des imaginaires de l'Apocalypse notamment, assez impressionnante. Voilà, ça c'est des exemples. C'est pas eux forcément qui ont écrit ces livres-là, mais c'est pour vous donner un peu des exemples de ce genre de recherche qu'eux promeuvent. Plus précisément, c'est l'idée de post-apocalyptic environmentalisme, là, le Green Movement of Time in Time of Catastrophe, que je vous conseille vraiment. Kassegaard et Thorne, notamment, ils sont proches des mouvements, donc ils sont sur le terrain. Il y a beaucoup d'études sociologiques. Ils sont sur le terrain, essaient de comprendre les interactions, les nouveaux imaginaires, à la fois et puis les parcours de politisation notamment. C'est absolument passionnant. Voilà. Alors un autre réseau ici, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais c'est un réseau plutôt international, institutionnel, on va dire. Ça, c'est un peu l'approche de l'ONU ou de l'UNDDR, qui est donc la branche de l'ONU qui s'occupe des désastres naturels. Mais donc ils sont aussi sur la question des risques émergents et des événements climatiques extrêmes. C'est vrai que ça, c'est un mot que d'ailleurs je n'avais pas mis dans ma ligne du temps. Mais le mot, l'expression risque, donc événement climatique extrême, mais dans la littérature, là, c'est plus possible de suivre ça de manière individuelle. Hein. Il faut des équipes entières pour suivre ce qu'il y a en production sur ces questions-là, parce qu'il y a à la fois évidemment le niveau global et le niveau local et au niveau local. Donc il y a des interactions, c'est extrêmement compliqué des recherches qui sont extrêmement complexes, mais qui apportent effectivement beaucoup de nouvelles connaissances qui nous permettent de mieux comprendre comment est-ce que, d'un point de vue météorologique notamment, comment ces événements peuvent se dérouler. Voilà, alors ça c'était un peu pour les centres de recherche. Alors revenons un peu au sujet, aux thématiques, si vous voulez bien. Sur les questions on va dire plus d'effondrement. Et là, allons voir un peu du côté de l'histoire et l'archéologie, on a déjà un petit peu parlé. Ici, c'est une carte des acteurs, des grands, ceux qui ont publié, en tout cas de manière assez importante dans la littérature. Et le premier constat, en fait, c'est qu'on voit que ces gens ne se parlent pas. Ils travaillent tous dans leur coin, ils ne publient jamais ensemble. Ils parlent peut-être quelques colloques, mais ils ne se publient pas ensemble. Donc on voit les grands noms, hein. Vous voyez Peter Turchin notamment, Jared Diamond, Carl Butzer, Hunt, qui a publié beaucoup sur la question de l'île de Pâques. Hein. Vous savez que sur l'île de Pâques, les hypothèses qui avaient été émises précédemment ont été réinvestiguées et on arrive à d'autres conclusions. On arrive toujours à la conclusion d'un effondrement, mais plus pour les mêmes raisons. Donc c'est pas les raisons, ça aurait pu être la déforestation, comme l'annonçait, comme en tout cas le montrait Jared Diamond. C'est pas les recherches de Jared Diamond, mais Jared Diamond en faisait état, donc de ses recherches sur la déforestation. Donc on pensait à l'écocide et puis on a pensé aux rats éventuellement, hein, les rats qui auraient colonisé l'île et qui auraient mangé les semences des arbres. Du coup, les arbres ne poussaient plus et du coup, la population aurait décliné. Et puis finalement, on en arrive aujourd'hui à penser que c'est plutôt l'envahisseur, donc le colonialisme qui aurait créé cet effondrement, donc soit par un génocide carrément, soit parce qu'ils auraient amené simplement des maladies avec eux, et donc la population de Pâques aurait décliné. Il est fort. Ah, c'est parce qu'il y a l'orthographe.
Ça, c'est la base de données. Vous voyez, la difficulté dans une base de données, c'est que vous ne pouvez pas avoir comme ça 2 fois des noms un peu différents, sinon ils se mettent mal quand on fait les exercices. Mais donc sur l'île de Pâques, voilà, il y a l'idée, la science évolue, l'histoire revoit ses hypothèses, on remet en question les choses et on a une meilleure compréhension. Et donc voilà, l'histoire de l'île de Pâques, c'est à la fois l'histoire d'effondrement et à la fois une histoire de résilience. C'est toujours la même pièce en fait, vous pouvez regarder, donc on peut décrire les choses de 2 angles différents et ça nous apporte chaque fois des connaissances intéressantes pour voilà, des leçons sur le présent et pour le futur. Voilà, ici c'est le nombre de publications, les tendances, nombre de publications sur les sujets. Vous voyez quand même une croissance assez importante, donc il y a toujours plus d'intérêt pour ce genre de recherche. Et là-dedans, ce sont les recherches plutôt sur la question de l'effondrement, pas tellement sur la question de la résilience. Donc il y aurait sans doute probablement le double, le triple, si vous ajoutez le versant résilience, donc l'autre côté de la pièce, l'autre face de la pièce, à ces questions-là. Et une des études les plus importantes, la récente, de nouveau, ça c'est 2024, je pense, elle est sortie au début 2024, voilà, 2 janvier. C'est Guy Middleton, c'est un des historiens archéologues les plus prolifiques sur ces questions d'effondrement. Et c'est un des premiers à utiliser le mot collapsologie. Voilà. Mais plutôt pas pour décrire les études récentes ou les perspectives futures sur la question des effondrements socio-écologiques, mais plutôt pour décrire les études historiques des effondrements. Et lui dit qu'en fait ce champ d'études est clairement plus nuancé, plus autocritique, plus sophistiqué. Et donc il voit qu'il y a une diversification aussi des cas étudiés. On en étudie de plus en plus. Ça va de l'Ancien Monde à l'île de Pâques, en passant par l'Empire romain, etc. Il voit aussi qu'il y a une application des études de l'effondrement sur les enjeux contemporains. Quand même. À chaque fois dans ces articles, une conclusion, dans les conclusions, on va voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer et un rapport avec une certaine actualité. Il le voit aussi qu'il y a un espèce de raffinement du langage, comme je vous disais, qui inclut la résilience, la fragilité, la vulnérabilité. Et donc voilà, il y voit vraiment, il est optimiste et il voit vraiment que ça évolue dans un sens plus nuancé, plus précis et autocritique. Donc voilà, en histoire, ça se développe vraiment, vraiment fort et ça va continuer probablement. Voilà ici d'autres, donc les études sur les risques catastrophiques globaux, là pour vous donner un peu les idées quantitatives, le nombre d'études de nouveau. Évidemment, quand on a un nouveau terme, c'est normal qu'on n'en ait pas beaucoup avant, mais que ça augmente. Moi, je pense surtout que ça augmente parce qu'on se rapproche clairement de ce genre de catastrophe. Donc on voit clairement en 2020-2021, la pandémie notamment a boosté le secteur et le besoin. Sans doute les fonds sont arrivés beaucoup plus aussi, les financements pour proposer ces recherches sont arrivés aussi sur la table. Et donc forcément, je pense que il y a plus de fonds, plus de chercheurs qui s'y intéressent, plus de chercheurs qui s'y intéressent, le secteur se développe et on forme comme ça des champs d'études de plus en plus précis. Donc voilà, 594 publications, ça commence à être assez important. Et voilà le réseau des acteurs dans ces domaines-là. On a vu les centres, Luc Kemp, on revient un petit peu là-dessus, mais Luc Kemp, ça c'est donc le centre à Cambridge. Bohm 7, ça c'est plutôt le centre, les Existential Risk de Oxford. Et avec Bird, Simon qui sont un peu au centre aussi. Donc voilà, c'est des réseaux d'acteurs. Homer Dixon, vous voyez qu'il est un peu lié quand même. En fait, ces acteurs se parlent, au contraire des études en histoire et en archéologie.
ceux-là sont fortement liés ensemble, ils publient en tout cas ensemble. Voilà. Alors, sur la gouvernance, je ne sais pas où j'en suis. On arrive tout doucement à la fin. La gouvernance, donc ça c'est un des secteurs, donc quand je dis gouvernance, c'est la gouvernance des risques systémiques globaux, gouvernance des effondrements écologiques et sociaux, gouvernance de l'anthropocène, gouvernance des risques environnementaux, gouvernance du changement climatique. Il y a énormément de publications qui se concentrent là-dessus. On sent vraiment que les questions politiques, en fait, les questions de l'action aux échelles gouvernementales, de direction générale, sont explorées de manière de plus en plus précise. J'ai vraiment cette impression que la recherche se concentre là-dessus. De moins en moins sur le constat. Le constat est toujours posé évidemment dans les articles, mais on se dirige plus vers les questions de gouvernance. Et donc moi je m'y intéresse particulièrement. Voilà, on voit que 2020 par exemple, on voit un pic là, parce qu'évidemment avec la pandémie, il y a eu beaucoup de publications tout d'un coup. Donc ce qui fait notamment les publications sur les questions de gouvernance de pandémie au niveau mondial. On sait que l'ONU évidemment travaille là-dessus, mais il y a toutes sortes de recherches qui bossent aussi là-dessus. Alors voilà, pour donner encore des données un peu quantitatives de l'évolution de la littérature. Là c'est sur la question de la violence, des conflits, des guerres. Bon alors ici c'est donc ma littérature, c'est de la littérature que moi j'ai rassemblée dans la base de données collapsologie. Mais bon, si on va sur des bases de données plus larges qui prennent tous les articles mondiaux, vous verrez sans doute beaucoup plus, mais de nouveau, il y a une augmentation. Non pas parce que j'aurais oublié des articles d'avant, hein, c'est pas parce que j'ai commencé à travailler là-dessus en 2012 que j'ai oublié tout le reste. Non, j'ai quand même été voir dans le passé et donc j'ai essayé de rassembler ce qu'il y avait. Donc il y a vraiment aussi, on voit cette accélération. Avec une étude, je regarde un petit peu voir sur la question de la Troisième Guerre mondiale notamment, voir si ça se développe. Hein. Ça serait une indication d'ailleurs, hein, s'il y a énormément d'études là-dessus, bah forcément c'est que, me semble-t-il, il y a une question d'intuition. Les chercheurs ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Ils sentent les choses et commencent à investiguer. Bon, alors la bonne nouvelle sur cette question de la Troisième Guerre mondiale, il y a très très peu d'études. Il y en a peut-être un peu moins d'une dizaine. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Mais il y en a quand même une assez intéressante ici qui faisait des modélisations et qui montrait les cartes d'acteurs et les coalitions possibles entre les acteurs. Ah, tu connais la blague là? Mais c'est-à-dire, c'est Albert Einstein, on lui disait, alors monsieur Einstein, dans les années 50, comment ça sera la troisième mondiale, quoi. Ah ben... Alors il disait, la troisième, je ne sais pas. Mais la quatrième, c'est des bâtons et des cailloux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ici il montre les coalitions possibles. En fait, voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais voilà, pour dire qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus, donc il faut peut-être sans doute pas trop se focaliser là-dessus. Il y a les études sur les tipping points aussi qui se développent beaucoup. Timothy Lenton, dont je parlais tout à l'heure au tout début, donc il identifie plein de points de basculement nouveaux. Il y a le développement de modèles. On se focalise sur les impacts régionaux, locaux, la recherche. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de financement qui est mis actuellement là-dessus. Il y a tout aussi la question de la gouvernance des tipping points qui est envisagée. Et là, le dernier rapport très intéressant sur les Global Tipping Points. Je crois qu'un rapport va sortir chaque année maintenant sur ces questions-là. Et voilà pour montrer une étude, là celle-ci un peu moins récente, elle est de 2022, mais c'est pour montrer donc sur tous les points de bascule climatique. Ici vous avez la liste avec chaque fois le déclenchement à un certain degré. Donc entre 1,5 et 2, vous voyez qu'on est déjà
on est déjà proche de tout ça. Et avec les dernières données qu'on a vues en introduction de l'exposé ici, voilà, se demander si on n'en a pas dépassé quelques-uns déjà. Voilà, ici ça sera fil 2024, les interactions, une très belle revue de littérature, Climate Tipping Point Interaction and Cascades Review. Ça, c'est une très, si vous êtes intéressé par ça, il y a une très belle voilà, revue de littérature et qui montre qu'il y a des tipping points rapides et des tipping points un peu plus lents qui se déclenchent un peu plus lentement en fait, ou qui prennent plus de temps à se déclencher. Et donc voilà, tout ça est étudié de plus en plus en détail. Et voilà. Encore une autre étude. Ah oui, les études de tipping point aussi se focalisent aussi assez récemment sur la circulation thermohaline en Atlantique Nord. Là, il y a beaucoup de littérature, vous avez certainement entendu, parce que ça, c'est pour le coup, ça c'est passé dans la presse. Hein, si vous lisez un peu les actualités, ben, la question de la moque est passée. Alors je vais vous montrer quelques, voilà, ça c'est un article, quelques graphiques. On voit ici déjà une goutte froide qui est en train de se développer. Ça c'est les observations. Ici encore les observations, on voit le déplacement. Alors le graphique peut faire un peu peur comme ça, le changement brut, mais vous voyez en dessous, c'est vraiment on part en dixième de degré, donc finalement c'est pas si fort qu'on pourrait le penser. Enfin, l'écart en tout cas n'est pas si fort, les couleurs sont fortes. Voilà, mais on voit effectivement il y a quelque chose qui s'est passé aux environs des années 2000. Et voilà la simulation pour le futur, avec ce développement. Et donc voilà, peut-être qu'ici, vous voyez, en Europe, en France, on n'est peut-être pas si mal, tous en drone. En Bretagne. En Bretagne. S'il y a la fin du globe film, il tous chez Pablo. C'est sûr. Donc, voilà. Ça l'a glacé. En Irlande. En Irlande, ça risque de mal se passer, oui. Ouais. Ils ont des amis Michel Sardou. Angleterre, voilà, c'est ça. Écosse, Scandinavie, c'est pas terrible. Mais bon, ce qu'on constate quand même là-dessus, c'est que tout le reste du monde se réchauffe. Hein. Donc, ça n'empêchera pas les grandes migrations. Internes et externes, bien sûr. Et alors, au rayon des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a aussi, évidemment, dans les tipping points, tout un développement de littérature sur les tipping points sociaux. Donc, ces points de basculement sociaux qui pourraient faire changer de cap. C'est un peu l'idée des révolutions. Donc là aussi, alors là, pour le coup, c'est un graphique qui vient de la base de données Scopus et qui est presque exhaustif. Hein. Donc en termes de publication, c'est assez précis, je pense. Vous voyez que c'est encore tout petit, 66 publications, c'est pas grand-chose, mais ça tend à se développer. Il y a déjà des revues. C'est pas aussi grand que la littérature sur la décroissance, qui elle est beaucoup plus importante. Je crois qu'on est déjà au-delà de 1500 articles, donc voilà, il y a encore du chemin à faire pour les tipping points sociaux, mais enfin, ça va aussi avec la question de la décroissance, bien entendu, quoi. Des révolutions en tout cas. Voilà, ici un exemple, assez récent, donc publié dans les PNAS, pour voir comment est-ce qu'ils pourraient actionner ces tipping points sociaux pour un peu aider, mieux comprendre les dynamiques. Voilà, et à quel stade ça pourrait être déclenché, ces points de basculement pourraient être déclenchés. Alors ils parlent aujourd'hui dans la littérature d'une fourchette de 10% à 25% de la population qui est convaincue par certaines choses pour déclencher l'affaire. C'est leur modélisation, leur calcul, etc. Mais bon, ça donne un certain espoir qu'à partir d'un seuil, on puisse actionner un vrai changement. Voilà, ça se fait à l'aide de big data. Ils aiment bien analyser les réseaux sociaux, notamment pour voir ces bascules, essayer de mieux comprendre. Voilà, donc dans la gouvernance, je vous disais qu'il y avait plein de sujets. J'en ai mis quelques-uns ici. Chacun a sa chapelle, chacun se focalise là-dessus. Et donc en m'y intéressant, je me suis rendu compte, là c'est un début de revue de littérature qui montre qu'en fait il y a plusieurs façons d'envisager. Donc les couleurs, en fait, c'est la concentration de la littérature sur les sujets.
Et ici, donc j'ai fait une espèce de tableau de bord qui permet de voir, essayer de manier les approches proactives, réactives, locales, globales, systémiques, spécifiques, adaptatives ou transformatives. Vous voyez, les vocabulaires chaque fois utilisés un peu différents. Court terme, long terme, top-down, bottom-up. Il y a plein de façons, les chercheurs utilisent chacun un peu leur vocabulaire, leurs mots, et on voit où alors la littérature se concentre, et à chaque fois ici, en tout cas dans ce que j'ai pu trouver pour le moment, on est plutôt à chaque fois sur des idées de top-down, quoi. On va actionner un bouton et tout va bien aller, et finalement la société civile, les acteurs, les militants, ne sont pas tellement pris en compte là-dedans, on prend pas les dynamiques vraiment de terrain ne sont pas tellement envisagées, ou en tout cas pas dans cette littérature-là, dans une toute autre littérature, mais alors on n'utilise plus le mot gouvernance. Mais dans la littérature sur la gouvernance, on voit pas trop les approches qui sont par exemple basées sur les réponses d'une localité sur les questions d'urgence, quoi. Une inondation par exemple, on sait que pendant des catastrophes naturelles, on sait que les gens s'entraident, sont sur le terrain pour se relier, etc. Et dans cette littérature sur la gouvernance, on ne s'intéresse pas du tout à ces gens. Donc c'est vite, c'est creux. Mais voilà, c'est un début, donc je ne prétends pas du tout avoir une vision complète de la réalité, mais ça donne quand même déjà une tendance et une façon d'envisager la littérature. Parce que vous ne le voyez pas presque, parce qu'il y a des commentaires de la part des gens qui sont en distanciel. Ah. Et ton ami Grégory, par exemple, quand tu as plus ou moins évalué, tu vois, le nombre de morts par famine, là, tu sais, oui. Il faut compter aussi les morts de trouille. Bon. Et puis là, il dit, mais il n'y a pas d'approche. Il n'y a pas d'approche bottom down. Bottom down. C'est ça, exactement. Donc voilà, chacun sa chapelle. À chacun sa chapelle. Hein. Bottle up. Voilà, mais quand vous maniez ces mots, on voit apparaître des choses. Vous voyez, par exemple, la question des révolutions, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses à creuser là-dedans, voilà, qui sont en cours, quoi. Et donc il y a l'idée de gouvernance. Hein, et là, pour un peu terminer là-dessus, on parlait de Nick Bostrom notamment, donc ce philosophe raciste, accusé de racisme en tout cas, qui développe beaucoup d'études sur la question de l'intelligence artificielle et une vision très long-termiste. Donc pour ces personnages, l'idée c'est qu'il faut préserver le potentiel humain à très long terme. Donc finalement, la critique c'est que la souffrance du présent aujourd'hui importe moins que le potentiel humain à très long terme. Peu importe qu'on soit dans une machine ou autre chose, qu'on télécharge nos cerveaux dans une machine, dans le transhumanisme, c'est ça qui est important, c'est ce potentiel humain, et la souffrance actuelle, bof, il s'y intéresse moins. Et donc il y a un chercheur qui a côtoyé ces gens, qui s'appelle Émile Phil Torres, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Human Extinction, donc il parle de la réalité de cette possibilité d'extinction humaine, mais que la recherche qui s'empare de ces questions est parfois très douteuse, très contestable. Et donc voilà, en fait elle vient ce qu'on appelle un forum de l'altruisme effectif. Ce sont des ultra-riches californiens qui financent en fait ces recherches. Donc en fait c'est un peu des pompiers pyromanes, je dirais. Donc d'un côté ils sont très alertes sur la question des risques, et de l'autre ils continuent dans la même voie, quoi. C'est plus d'intelligence artificielle, plus de ChatGPT, plus de fusées Elon Musk, plus de choses comme ça, et ils ont des moyens assez colossaux pour financer et inonder
la recherche. Je suis certain d'ailleurs que si l'Institut Momentum arrivait à une faillite et qu'il demanderait de l'argent à ce forum, le forum généreusement donnerait de l'argent pour pouvoir étendre ses tentacules. Alors j'ai mis thèse créale là, donc ça c'est le mot utilisé par Phil Torres. Alors je vais vous faire, j'arrive même pas à retenir moi-même. C'est donc pour transhumanisme, existential risk, singleton. Donc entité dominante unique, c'est l'idée le global, etc. Cosmisme, c'est-à-dire l'idée que si on détruit la Terre, il faut pouvoir s'en aller plus vite. C'est ce que le discours d'Elon Musk notamment. Hyper-rationalisme, donc le R de rationalisme. EA, c'est le effective altruisme dont je viens parler, et le L, c'est pour le long-termisme. Donc voilà, il critique beaucoup ça en termes de priorité, d'allocation des ressources, des risques éthiques et moraux. C'est que ces idéologies en fait sont utilisées pour justifier des actions nuisibles. Voilà, avec ils ont des biais, donc il accuse de biais par exemple. Donc Phil Torres accuse ce mouvement de biais, de manque de diversité notamment. Et puis d'autoritarisme technocratique, on lui parle. C'est vrai qu'on parle souvent d'autoritarisme au niveau plutôt politique, mais on oublie souvent l'autoritarisme technocratique, un peu de la même façon que l'intelligence artificielle nous est imposée. On n'a pas de débat démocratique quant au bien fondé de tout ça. Donc ça nous est un peu imposé, ça nous tombe du ciel comme ça dessus. Et donc il y a une forme d'autoritarisme technocratique que Phil Torres dénonce très 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 bien dans ce livre et dans tous ses écrits. Donc il est question évidemment d'éthique et de morale importante. Donc voilà, je termine par là, en soulignant simplement qu'il y a une grosse évolution de la recherche sur les questions des effondrements écologiques et sociaux. Je n'ai pas trop montré des questions de ecological collapse, mais je peux vous dire que la littérature est fort développée. Je ne voulais pas trop vous déprimer. Qu'il y a beaucoup de nouvelles disciplines, ça émerge, qu'il y a des champs de recherche, voilà, avec des mots polycrises notamment qui sont en pleine émergence. Qu'il y a une croissance importante d'études des scénarios extrêmes et donc que c'est très important d'étudier ces scénarios si on veut vraiment les éviter ou en tout cas amoindrir les effets s'ils se produisent et que donc il y a des approches diverses, multidisciplinaires. On est passé de sciences exactes, sciences naturelles, à sciences humaines et sociales et que tout ça s'entremêle pour essayer de mieux comprendre notre présent et notre avenir. Merci beaucoup. Bravo.